51 mètres de haut pour 740 mètres de long, ce sont les dimensions du barrage de Petit-Saut. Situé entre Kourou et Sinnamary, cet édifice colossal a été construit en 1989 et achevé 5 ans plus tard. Avec 3,5 milliards de mètres cubes d'eau, c'est la plus grande retenue de France. Mais pour installer un tel édifice, il a fallu transformer tout un écosystème. Comment a été construit le barrage de Petit-Saut? Quelles conséquences sur l'environnement? Retour sur une aventure humaine, scientifique et technique dans Regard de Guyane. Bonsoir et bienvenue dans Regard de Guyane. Ce soir, nous partons à la découverte d'un bagne et d'une gare engloutis, de sites aurifères disparus, de vestiges amérindiens extraordinaires et de tout un écosystème transformé pour la construction du barrage de Petit-Saut. Nous allons découvrir une étude d'impact sans équivalent dans le monde pour un aménagement de la nature et nous allons voir également quelles sont les conséquences d'un tel édifice sur l'environnement. Tout de suite ce reportage, on se retrouve juste après avec notre invité. Une eau claire coule entre les roches de granit appelées boules caraïbes. Parfois calme et tranquille, parfois torrentielle et tumultueuse, telles sont les eaux du Sinnamary. De temps en temps, le cours d'eau s'élargit et s'approfondit, bordant une riche forêt primaire. Le Sinnamary est l'un des 10 fleuves de Guyane et le 5e de par sa superficie de 6565 km². C'est aussi le plus profond. D'une longueur de 262 km, il prend sa source en plein cœur du massif guyanais, au nord de Saül, puis redescend jusqu'à son embouchure, l'océan Atlantique. Si son histoire au temps géologique remonte à des milliers d'années, c'est en 1989 que sa destinée va changer. De fleuve, il va devenir lac artificiel, sous l'influence du barrage de Petit-Saut. L'histoire de la Guyane et de son électricité démarre bien avant le barrage, avec l'ouverture d'un casino-théâtre à Cayenne en 1899. Le mouvement est alors lancé et en 1904, la première centrale électrique de Guyane voit le jour. L'histoire se poursuivra dans les années 70 avec la fusion des 2 centrales de Cayenne et de Kourou et la création le 1er janvier 1976 de la Société d'électricité de France, EDF. En 1980, les besoins énergétiques de la Guyane sont sans cesse croissants et il faut y répondre. Une nouvelle centrale thermique voit donc le jour près du port de Desgrades-des-Cannes. Elle produit de l'énergie à prix avantageux, mais en utilisant un combustible polluant, le fioul. Très vite, cette centrale ne va pas suffire aux besoins énergétiques de la Guyane. Concilier modernisation et conservation ne va pas être une entreprise facile. Il faut faire face à 2 exigences qui semblent contradictoires. Satisfaire les besoins d'une population sans cesse croissante, tout en prévenant l'équilibre des milieux naturels dont dépend l'avenir de la planète. Du point de vue d'EDF, un barrage hydroélectrique s'impose alors comme la solution la plus adaptée. L'industrialisation du pays était nécessaire. Il fallait composer avec la nature, il fallait composer avec la technique, avec tout ce que cela comporte au niveau aménagement, pour qu'on puisse développer et donner au pays un développement harmonieux. Tant qu'il n'y aurait pas d'électricité, on ne peut pas construire des écoles, on ne peut pas construire des hôpitaux, on ne peut pas aménager des usines, on ne peut pas faire tourner l'économie du pays. Donc j'ai personnellement pris le côté développement économique. Même avec les regards difficiles que j'avais de la destruction de la nature. Nous sommes en 1989 et la première étape pour la construction du barrage, c'est la route. Partant de la RN1 à mi-chemin entre Kourou et Sinnamary, cette bande d'asphalte de 27 km, propriété d'EDF, permet d'acheminer le matériel pour la construction et servira ensuite d'accès direct à toutes les équipes en charge de la maintenance et de la surveillance du barrage. Du fait des travaux effectués pour la construction de l'édifice, un important programme de protection du patrimoine va démarrer en 1990. Il s'agit de la toute première intervention d'archéologie préventive jamais réalisée sur le territoire guyanais. Ce programme va permettre de mettre à jour de nombreux vestiges. Stéphane Vacher, l'un des responsables de la mission, se rappelle cette aventure humaine et scientifique.
L'archéologie guyanaise était vraiment, au début, vraiment, en particulier pour l'archéologie amérindienne, on connaissait très peu de choses. Donc en fait, c'était l'opportunité de faire une intervention sur une très très grande surface, puisque le barrage c'est 310 km², et de voir en fait quel type d'informations on pouvait collecter sur les populations anciennes de Guyane. Dans le mobilier qu'on a pu trouver en Guyane, on a trouvé donc des poteries, des objets en pierre. On a trouvé 500 grammes d'os sur l'ensemble des sites qu'on a fouillés, qui étaient conservés dans des céramiques. On a étudié une partie du matériel évidemment pendant la phase terrain, mais ensuite on a eu 2 années pour étudier ce matériel-là. Quand on entend parler de la forêt, souvent elle a un peu une mauvaise réputation comme un milieu sauvage ou dangereux, etc. Quand on arrive de métropole, évidemment, la forêt c'est assez impressionnant. Il y a une absence d'horizon, c'est un milieu qu'on ne connaît pas et on se sent en décalage. Et donc il faut être aidé par des gens, ce sont les orpailleurs et les biologistes qui travaillaient sur le Sinnamary à l'époque, qui nous ont donné des conseils. Nous, on a toujours eu de très bons rapports avec les orpailleurs parce qu'il y a, sur le fleuve, il y a un système d'entraide en fait entre les différents groupes. La plupart ont arrêté leur travail après l'interdiction d'exploiter sur les barges. C'est le cas de Jean-Pierre de Lanfranchi. Il était exploitant minier à l'époque sur la rivière Sinnamary. C'est là que j'ai pu rencontrer les archéologues, puisqu'il nous arrivait de temps en temps de trouver des haches amérindiennes, quelques objets qui avaient appartenu à des pièces précolombiennes, en creusant le fond de la rivière. Et certains amis qui, eux, travaillaient à terre, ont pu retrouver d'anciens feux. Donc à chaque fois qu'on découvrait quelque chose, on appelait les archéologues qui venaient rapidement, prenaient les mesures, tout ce qu'il fallait, les photos, et analysaient. Et s'ils trouvaient que ça avait une valeur, donc ils agrandissaient un peu leurs recherches tout autour. Mais on les aidait, on s'entraidait. Et le jour où le barrage a été mis en eau, ils ont voulu rapidement sortir des pièces qui avaient appartenu à la fameuse drague Courcibo, qui était là depuis 1912, qui avait arrêté de travailler en 1923. Et on a rapidement démonté quelques pièces de la drague, un moteur à vapeur qu'il y avait, et pas mal de petits objets qui se trouvaient à terre où se trouvait l'ancien atelier. Quand on a voulu démonter la dernière pièce, on pensait pouvoir la démonter rapidement, mais elle pesait plusieurs tonnes, puisque la barge entière, elle faisait 205 tonnes. Et on a failli se retrouver à la baille. L'eau montait, heureusement très doucement. On a pu récupérer 2 autres barges, s'accoler à côté, et puis pouvoir la transporter jusqu'au barrage de Petit Saut, où après les grutiers sont venus la récupérer. Mais on a eu très chaud. De nombreux vestiges qui reposent aujourd'hui au service régional de l'archéologie de Guyane, en attendant d'être repris dans un musée. Donc ça c'est l'ensemble une partie de l'ensemble des collections de Petit Saut, donc vous voyez que ça représente quand même un nombre conséquent de boîtes, et dans chacune de ces boîtes donc sont triés, classés après étude, bien tous les éléments par couche, par élément. Par exemple vous avez ici des fonds, ici les panses, etc., des éléments de décor, voilà. C'est un type de classement qui intervient après l'étude évidemment de la céramique par les spécialistes. Voilà, donc c'est conservé dans ces boîtes hermétiques et à l'intérieur donc de sachets plastiques, avec chacune leur numéro de référence, voilà, qui renvoie donc à leur position stratigraphique et autres indications archéologiques. Les fouilles archéologiques vont durer 5 ans, le temps de la construction du barrage. En juillet 1989, le chantier de terrassement est ouvert. Les fondations de l'ouvrage peuvent commencer. Au total, il faudra déplacer plus d'1 million de mètres cubes de roches et de terre. Les 3 ouvertures sont installées à même la roche et afin d'éviter la corrosion, sont recouvertes de plus de 700 tonnes de plaques d'acier inoxydables. Puis, c'est le début du bétonnage. Le béton compacté au rouleau est utilisé pour la première fois en zone équatoriale, les techniques habituelles ne pouvant pas être réalisées pendant la saison des pluies. Le challenge était donc de réussir la mise en œuvre de l'ouvrage en moins de 6 mois. L'étanchéité du barrage est assurée quant à elle par un voile de béton armé classique. Le 18 novembre 1994, le barrage ferme ses vannes et la mise en eau peut commencer. Elle se fait à raison de 2 ou 3 mètres par jour jusqu'à transformer totalement le visage du Sinnamary. Outre les vestiges amérindiens et le patrimoine archéologique industriel de l'orpaillage, l'ennoiement va également engloutir à tout jamais des lieux chargés d'histoire. La petite gare Tigre de Saint-Élie ne verra plus de locomotives passer sur ses rails. Tel un petit fantôme, la dernière hante encore le site de Petit Saut. Quant au bagne des Anamites de Sauvata, il repose désormais sous l'eau.
Seuls quelques vestiges font encore surface et rappellent une période douloureuse de la Guyane. Au-delà du patrimoine englouti, on peut se poser la question de l'ennoiement. Pourquoi recouvrir plus de 300 km² de forêt alors qu'il aurait été peut-être plus judicieux de couper les arbres pour les utiliser dans un but énergétique ? Le choix de couper ou de ne pas couper la forêt avant la mise en eau est une question qui a bien évidemment été non élucidée mais au moins analysée au sein du comité scientifique, et il a fallu apporter des réponses d'une part techniques, connaissances, et de l'autre une question d'analyse des coûts financiers. Quand on regarde au niveau technique, il a fallu, pour enlever tous les arbres sur 360 km², il aurait fallu créer plusieurs dizaines de kilomètres de pistes, avoir des quantités de coupeurs de bois, de camions de bois pour enlever les bois de cette zone-là. Il aurait fallu soit enlever les petites branches non utilisées, soit les brûler à un endroit donné. Et l'ensemble de ce processus-là n'aurait pas pu se faire en 6 mois. Ne pas défricher, ça a coûté beaucoup moins cher, parce que abattre les arbres avant, c'était un immense chantier. Et il fallait détruire ces arbres-là, il fallait les brûler ou les couper ou les transformer en planches. Donc tous ces travaux-là n'ont pas été faits et on n'a pas demandé de l'investissement. Entre-temps, quand on coupe, si on laisse à volo, la nature reprend ses droits, repousse. Donc on aurait, si ce n'est sur 360 km², sur une très grande superficie, on aurait également favorisé de la repousse verte, pas du bois en tant que tel, mais de la repousse verte, des petits buissons, des herbes, qui sont la principale source de matière organique, qui ensuite vont, si elles sont dégradées, donner des gaz à effet de serre. Donc le fait de couper toute la retenue n'aurait pas été favorable au bilan carbone. Mais avec la mise en eau arrivent les premiers problèmes. Construire sur cet endroit un barrage faisait déjà du bruit. Alors, quelques personnes se posaient des questions et avaient même manifesté un non pour interdire la construction du barrage. L'installation d'un tel édifice dans le paysage guyanais n'a pas été accueillie avec enthousiasme dans la petite commune de Sinnamary, directement impactée par la présence du barrage. Patwell, une association d'aide aux pêcheurs, s'y était fermement opposée. Patrick Cosset, alors directeur de l'association et actuel adjoint au maire de Sinnamary, nous en explique les raisons. Quand on a vu apparaître les risques liés à un barrage, les gens commençaient véritablement à s'inquiéter puisque ils ont vu qu'ils allaient vivre avec une épée de Damoclès sur la tête au cas où ça cède. Donc les gens ont véritablement commencé à s'inquiéter. On s'était un petit peu aussi documenté pour savoir que quand il y avait une retenue d'eau, qu'il y avait pas mal de dégâts, qu'il y aurait eu pas mal de dégâts. Puisqu'on commençait à percevoir les odeurs de la matière qui commençait à être en putréfaction. Donc on a demandé à ce qu'on ne pompe plus l'eau dans le fleuve, qu'on trouve une autre source, on va dire, une source de pompage. Donc, et c'est là qu'on a véritablement commencé à faire des grèves, à faire des barrages pour que les gens puissent bouger. Donc le problème s'est posé de déplacer la station, on va dire, de pompage qui se trouve à la Penkombi. Et la proposition est arrivée d'aller mettre une nouvelle station de pompage à la crique Garée, qui est une autre crique qui n'a pas, on va dire, de ramification avec le fleuve de Sinnamary. Le maire de l'époque, Élie Castor, demande également à EDF une taxe professionnelle conséquente et compensatrice selon le principe pollueur-payeur. Cet apport de taxes nous a permis effectivement de réaliser pas mal de choses. En termes de logement aussi, puisque le barrage de Petit-Saut, lors de sa mise en place, pas mal d'ouvriers habitaient sur Sinnamary. Donc des cités ont été créées, voilà. Donc on peut pas dire qu'il y a eu qu'un côté négatif. Mais cette taxe a un effet aussi, on va dire, maléfique sur les autres corps de métier, puisque tous les artisans ou entrepreneurs paient la taxe au même niveau. Beaucoup de petits artisans qui étaient sur Sinnamary, ils ont été impactés notamment par cette taxe professionnelle. Il y en a même qui ont délocalisé leur siège social pour ne pas
pour ne pas subir, on va dire, l'augmentation de cette taxe. Véritablement, le barrage a freiné pas mal d'activités, on va dire, qui existaient à l'époque sur ce fleuve. L'ennoiement va également poser un autre problème. La disparition de la forêt entraîne fatalement celle de ses habitants. Le lac de Petit-Saut, c'est 35 000 hectares de forêt primaire, d'une biodiversité qui n'avait pas encore été inventoriée par les scientifiques. Il y a eu des centaines d'espèces endémiques qui ont disparu de la planète. C'est une perte fondamentale pour le patrimoine naturel du Yannais, mais aussi pour l'humanité. Au moment de la mise en eau, de nombreux animaux vont être pris en charge par un programme de sauvetage. Cécile Richard-Hansen a été responsable du suivi des animaux capturés. C'est sûr qu'écologiquement, il y a un impact qui est évident, que tout le monde peut voir. Qu'il y a eu même si c'est pas tout mort, il y a quand même eu des grosses modifications écologiques, c'est clair. Moi, j'étais un petit peu le côté, quand ils ont fermé les vannes, j'ai pas envie de pleurer quand même si je connaissais pas le site avant. Je comprends les gens qui connaissaient le site avant que ce soit difficile à vivre. Mais c'est vrai que ça a été aussi, alors je sais pas si ça contrebalance, oui un petit peu, mais point de vue scientifique, ça a été le point de départ de beaucoup d'études. Bon, par exemple, moi je suis arrivée pour ça et je suis restée, Benoît de Thoisy aussi. Il y avait une vraie volonté quand même de documentation scientifique et de faire avancer les études et les connaissances. Il fallait innover tout le temps, ça c'était rigolo. Personne ne savait comment on attrapait des singes hurleurs, comment on attrapait des tatous, comment on attrapait tout ce qu'on a pu attraper, marquer, comment on les marquait. Moi j'ai passé un temps fou à essayer d'imaginer, adapter des trucs que je connaissais d'avant, comment on allait leur mettre des colliers. Je fabriquais des centaines de colliers pour les paresseux par exemple, mais des centaines vraiment, on a marqué 900 paresseux, donc j'ai fabriqué 900 colliers. Tout ce qui était capturé passait par l'hôpital vétérinaire, donc tout était vérifié, je disais anesthésié, mais aussi il y a une banque d'informations qui est gérée par l'association Quata maintenant, Benoît de Thoisy, sur des parasites, des petits éléments, des poils, des choses comme ça pour faire des études génétiques. Enfin, donc là, il y a une grosse banque de données qui a été constituée aussi à cette époque. En tout, 5800 animaux sont capturés sur 284 îles. Mais ils ne sont pas lâchés n'importe où dans la nature. Ils sont replacés dans une zone de forêt bien précise. Alors elle était assez proche. Pour pas, par exemple, faire des dégâts de mélange génétique, parce qu'on prend des animaux dans un coin de la Guyane, on va les mettre dans l'autre, on peut importer des maladies, on peut mélanger alors je vais pas dire des sous-espèces, mais on sait pas trop, on va pas essayer de jouer à l'apprenti sorcier, donc ça avait été bien programmé pour une zone suffisamment proche. Cette zone, elle avait été choisie parce qu'elle avait été extrêmement chassée avant le barrage. Donc on pouvait se permettre de rajouter des animaux sans créer des nouveaux déséquilibres, ce qui aurait été le cas si on les avait mis n'importe où dans une zone qui n'avait jamais été impactée. Un truc très important, c'est que ça a été la toute première zone forestière interdite à la chasse en Guyane. Il n'y avait jamais eu une zone encore où la chasse était interdite en Guyane. C'est l'ONCFS qui a été mandaté par le ministère pour un petit peu chapeauter cette opération de sauvetage et surtout vérifier effectivement que ces animaux qui allaient être relâchés n'allaient pas se faire tirer à la sortie des cages, quoi. Afin de répondre aux questions environnementales qu'un tel édifice doit respecter, un comité scientifique est également créé avant la mise en eau. La structure d'accueil des chercheurs est gérée par le laboratoire indépendant Hydreco, installé sur le site de Petit-Saut. Le comité scientifique de Petit-Saut a été mis en place dès le départ, à la demande de EDF, mais ce n'est pas EDF qui a choisi les représentants de ce comité scientifique. Donc Hydreco a créé une structure indépendante sur le site du barrage de Petit-Saut, en collaboration avec EDF, pour pouvoir donc créer et analyser l'ensemble des paramètres du milieu aquatique. Et ça, c'était en 1989. Dès l'arrivée sur site, les premières analyses qui ont été faites sur le milieu naturel, c'est-à-dire la rivière, avec à la fois des paramètres physico-chimiques à prendre en considération, oxygène, température, mais aussi des éléments constitutifs de l'eau, tels que les nitrites, les nitrates, l'ammonium par exemple. Et ça, c'était fait sur l'ensemble du bassin du Sinnamary, sur toute la rivière Sinnamary. À fur et à mesure que les travaux EDF ont avancé, les mesures ont été en continu, et lors de la création du barrage, quand la retenue s'est mise en place, il y a eu également des mesures de réaliser à la fois dans la retenue, mais également en aval de l'ouvrage et également dans la rivière en amont de la retenue. Et dès le départ,
on savait qu'il y allait avoir une problématique vis-à-vis du mercure, puisque c'est un élément qui était déversé à l'époque par tout ce qui était extraction du minerai d'or. Donc il y avait une problématique mercure qui était déjà existante à l'époque de la création du barrage, et on savait que c'est un élément qu'il allait nous falloir suivre à la fois dans le milieu, les sédiments, et dans la chaîne trophique par le biais des poissons. Mais le laboratoire fait une découverte plus importante encore. Une des choses qui ont été découvertes dans le cadre de ces suivis-là, ça a été la découverte du fonctionnement des gaz à effet de serre. L'ensemble du process était vraiment réalisé par des équipes scientifiques et des équipes de recherche dont c'était vraiment l'activité principale. Sandrine Richard a effectué ce suivi scientifique pendant 15 ans. Mon travail a consisté à étudier la qualité des eaux avant la mise en eau du barrage, pendant la mise en eau et après la mise en eau du barrage. Une fois que le barrage a été construit et a été fermé pour que les eaux puissent monter, on a observé la transformation de cette qualité, puisque le barrage a noyé une grande partie de forêt primaire située donc juste à l'arrière du barrage. Il va y avoir une dégradation de cette matière organique qui va se faire. Elle va être très rapide. Elle va être dégradée par des bactéries qui vont consommer cette matière organique pour libérer des éléments minéraux d'une part et faire des rejets d'autre part, ces rejets étant des gaz à effet de serre, que ce soit du méthane, dioxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré ou des produits azotés. La végétation s'est décomposée au fil du temps. Donc on a observé une diminution de la quantité d'oxygène dans l'eau et une augmentation de la matière organique dissoute dans les eaux. Tout ce process-là, il n'était pas connu de façon très pointue et il n'était surtout pas quantifié à cette époque. Petit Saut a été à ce niveau-là un grand chantier à ciel ouvert par rapport à toute la matière organique qui s'est décomposée et qui a donc au départ, dès la mise en eau, libéré des grandes quantités de gaz à effet de serre. La présence de gaz à effet de serre dans la retenue de Petit Saut est liée au temps de rétention des eaux. C'est le temps que met l'eau pour passer de l'amont du barrage, c'est-à-dire de la tête de barrage, jusqu'au pied du barrage. Plus le temps de rétention est long, plus l'eau va se charger en gaz à effet de serre, va se transformer et va aussi avoir de moins en moins d'oxygène. Donc dans le barrage même, il y a deux couches d'eau qui se sont formées, une couche superficielle qui était oxygénée et une couche dite de fond où il n'y avait plus d'oxygène dans les eaux. Au premier tour de turbine, on a constaté, puisque les turbines sont situées au fond du barrage, que les eaux qui étaient donc déversées en aval du barrage étaient privées d'oxygène. D'où s'est engagé de nombreuses études durant plusieurs mois. Le barrage donc n'a plus turbiné. Les eaux ont été évacuées par la surface, par un déversoir de surface qui permettait justement de maintenir de l'oxygène à l'aval du barrage. Et ces études ont amené à construire une sorte de deux marches. Il y a deux marches en fait qui permettent aux eaux qui sont turbinées d'être oxygénées, réoxygénées. Et ça a permis également de dégazer les gaz qui étaient produits suite à la décomposition de matière organique. Malgré toutes les précautions prises par EDF, l'association Mayuri-Guyane estime qu'un barrage n'est pas une énergie propre. Il faut arrêter de s'imaginer que un barrage hydraulique amazonien, j'insiste sur le terme amazonien, est une source de production énergétique verte, durable et propre. En fait, c'est tout le contraire. C'est certainement le procédé de production énergétique le plus polluant en termes de rejet de gaz à effet de serre. Sur 20 ans, on a dégagé 3 fois plus de gaz à effet de serre que la centrale de dégrade des Cannes. Si on fait un bilan du barrage de Petit Saut aujourd'hui, on peut dire que les quantités de gaz à effet de serre sont nettement moins importantes maintenant qu'au tout début de la mise en eau du barrage, puisque c'est là où il y a eu les plus grosses productions de méthane et de CO2. Et si on compare les quantités de gaz à effet de serre produites par le barrage à une centrale par exemple thermique au fioul comme Dégrade des Cannes, on peut dire que le barrage devient intéressant au bout de 70-73 ans, en l'état des connaissances actuelles. C'est effrayant, parce que là nous sommes à 21 ans d'exploitation de barrage. Ça veut dire que pendant les 52 prochaines années, ça aurait peut-être certainement été mieux d'avoir une centrale thermique. On parle de centrale thermique d'ancienne génération.
C'est-à-dire qu'avec la nouvelle génération de centrales thermiques, le gain aurait été certainement plus grand. Sous les eaux ont disparu à tout jamais une faune et une flore inestimables pour les besoins énergétiques de la Guyane. Mais ces besoins ne doivent pas faire oublier les enjeux pour la planète de fournir une énergie renouvelable et surtout propre. Aujourd'hui, l'avenir s'élève à 51 mètres de haut et porte désormais sur ses épaules 3,5 milliards de mètres cubes d'eau qui devront prouver à la Guyane que ce choix était le bon.